Il était environ 6 heures du matin quand j'ai ouvert la porte pour laisser entrer un peu d'air frais. J'étais à peine réveillé, je portais juste ma chemise en flanelle et des bottes. Je bâillais en pensant au café. Et puis je me suis figé. Elle était là, une ours adulte. Pas dans la forêt, pas sur une caméra de chasse. Sur ma foutue véranda, à moins de 3 mètres de moi. Elle ne bougeait pas, ne grognait pas, ne chargeait pas. Elle était simplement là, tremblante, haletante. Son pelage était emmêlé, par endroits mouillés, ses yeux, mon Dieu, ses yeux, coulaient comme un robinet qui fuit. Je n'avais jamais vu un animal hurler de cette façon. Je veux dire, hurler vraiment. Puis j'ai vu ce qu'elle tenait dans la gueule. Une petite boule. Des pattes flasques pendaient, comme des fils, la tête ballottée sur le côté. Aucune réaction. J'ai voulu refermer la porte, attraper le vieux fusil accroché au mur de la cuisine. Mais je ne l'ai pas fait. Quelque chose en elle m'en a empêché. Ce n'était pas une menace. C'était une mère, au bord de quelque chose que je ne savais même pas nommer. Mon cœur s'est emballé. J'ai reculé lentement. Elle m'a suivi, un pas, deux, puis elle a déposé délicatement son petit sur le plancher en bois de la véranda. Elle s'est reculée, s'est assise, sans me quitter des yeux. Contre tout bon sens, je me suis agenouillé. Chaque instinct, chaque histoire, chaque mise en garde criait « Non !» Mais je l'ai fait quand même. Je me suis penché sur le petit. Il avait l'air mort, à peine plus gros qu'un coqueur. Les côtes saillaient, une oreille était couverte de sang séché. Puis un soubresaut, presque imperceptible, mais réel. Sa poitrine se soulevait faiblement. Merde. J'ai regardé l'ours. Elle suivait chacun de mes gestes. J'ai dit, comme un idiot, mais c'est sorti tout seul. Je vais essayer, d'accord? Elle n'a pas bougé. J'ai enveloppé le petit dans ma chemise de flanelle, le cœur battant à tout rompre, et je suis rentré dans la maison. L'ours est resté là, immobile, comme si elle savait quelque chose que j'ignorais. Dedans, j'ai posé le petit sur le canapé. Serviette, tapis de nourriture, bouteille d'eau. J'ai rassemblé tout ce qui me venait à l'esprit. Il était froid, flasque, mais pas mort. J'ai jeté un œil par la fenêtre. Elle était toujours là. J'étais dans mon salon, avec un ourson presque mort dans les bras, et je me suis dit, qu'est-ce que je suis censé faire maintenant? À cet instant, j'ai compris que ce n'était pas juste une rencontre étrange avec un animal. Pas simplement mignon ou tragique. C'était autre chose. Quelque chose qui m'avait trouvé pour le meilleur ou pour le pire. Je n'étais pas prêt. Mais l'ours, elle, l'était. Elle est restée toute la journée sur ma véranda, à observer, à attendre. Le petit, il n'en avait pas fini. Il gisait là comme un tas de serviettes mouillées, inerte, glacé. Je suis tombé à genoux, j'ai appuyé 2 doigts contre ses minuscules côtes. Rien. Je me suis penché, j'ai respiré son pelage terreux, mouillé, sanglant. Puis, très doucement, je l'ai senti. Un léger va-et-vient, une respiration. Faible, mais bien là. Tu es vivant, ai-je murmuré. Bordel, tu es vivant. Je l'ai serré plus fort dans ma chemise. J'ai couru jusqu'à la pièce du fond. Radiateur soufflant, allumé. Couverture, serviette, tout ce qui était doux autour. Un nid. Sa respiration était superficielle. Sa patte arrière rigide, une oreille croûtée de sang. C'était plus que de l'épuisement. Quelque chose s'était passé. Un grattement à la fenêtre. Elle était toujours là. J'ai attrapé mon téléphone, appelé Marc, vétérinaire, surtout pour les animaux de ferme. Marc, c'est moi. J'ai un ourson. Il est blessé, gravement. Silence. Tu as bu? Non, putain. Je suis sérieux. La mère me l'a apporté. Elle l'a posé sur ma véranda. Elle est encore là. Long silence, puis... Qu'est-ce que... Bon. Réchauffe-le. Pas de nourriture. Que du liquide. Eau au miel avec une pipette. J'appelle Jenny. J'ai raccroché, trouvé une vieille bouteille de miel brut, mélangée avec de l'eau tiède. Une seringue à viande faisait l'affaire. J'ai entrouvert doucement la gueule, versé quelques gouttes. Un tressaillement. Sa langue a bougé. « Allez, reste avec moi », ai-je dit. Je suis resté assis 1 heure avec lui. Peut-être plus. À parler, fredonner, jurer. L'ours, dehors, ne bougeait pas. Quand j'ouvrais la porte, un craquement, elle levait la tête.
Nos regards se croisaient, puis elle l'abaissait de nouveau. Elle me faisait confiance, et ça m'a bouleversé. Vers midi, le petit a bougé une patte. Un minuscule étirement. J'ai ri, fort. Les larmes ont coulé sur mon visage avant même que je ne réalise que je pleurais. Tu ne mourras pas aujourd'hui, pas tant que je serai là. Je n'avais aucune idée de ce que je faisais, mais une chose était sûre. Ce petit voulait vivre, et je n'allais pas le laisser partir sans me battre. Dans l'après-midi, mon salon ressemblait à une clinique vétérinaire improvisée. Des couvertures recouvraient toutes les surfaces, des serviettes étaient empilées, le radiateur soufflant tournait à plein régime. L'ourson était juste devant, emmitouflé comme un nouveau-né. Une de ses petites pattes dépassait de la couverture, saignait de nouveau. J'ai examiné la plaie, une déchirure, peut-être une morsure. La peau était enflée et rouge, un risque évident d'infection. J'ai saisi du peroxyde d'hydrogène, celui que j'utilise pour mes écorchures. J'en ai mis un peu sur un chiffon et j'ai touché doucement la zone blessée. Il a sursauté. Douleur, cela voulait dire qu'il se battait encore. Dehors, j'ai entendu un grognement sourd. J'ai jeté un coup d'œil par la fenêtre. L'ours n'avait pas bougé d'1 centimètre. Ses yeux suivaient chacun de mes gestes, à la fois vigilants et calmes. J'ai entrouvert la porte. « Il est toujours avec nous », ai-je murmuré. Pas de réaction, juste son souffle, lourd et régulier. Je me suis rassis à côté de lui, par terre, et lui ai donné encore un peu d'eau au miel. Sa langue bougeait à peine, mais elle bougeait. Je continuais à lui parler doucement, essayant de couvrir ma propre nervosité. Mon téléphone a vibré. « Marc, Jenny dit que tu es cinglé », a-t-il dit. « Mais elle vient. Elle apporte des médicaments. » « Dieu merci », ai-je soufflé. « Il saigne encore, et je crois qu'il a de la fièvre. Garde-le au chaud. Pas de geste brusque, rien de solide, et ne laisse pas la porte trop ouverte. » Il avait raison. C'était un miracle qu'elle n'ait pas encore défoncé les murs. Mais elle me faisait confiance. Pourquoi, je l'ignorais. Je n'étais qu'un homme, mais c'est à moi qu'elle l'avait confié. Le temps passait lentement. 1 heure, puis encore une. Le petit bougeait davantage, levait la tête. « Pas si vite, petit », ai-je murmuré. Un son est sorti de sa gorge, comme un jouet cassé qui se remettrait en marche. J'ai souri malgré tout. C'était faible, mais c'était là. J'ai nettoyé sa patte à nouveau. Le sang coulait plus lentement. Je pouvais travailler avec ça. Dehors, l'ours s'est déplacé pour la première fois. 2 pas, puis elle est revenue en arrière. Son corps était tendu, tout comme le mien. J'ai allumé le poêle à bois. La pièce est devenue étouffante mais chaude. La nuit tombait lentement à l'extérieur. Le petit a ouvert un œil, un seul. Je jure qu'il m'a regardé droit dans les yeux. « Tu n'es pas seul », ai-je chuchoté. Il a cligné des yeux et s'est rendormi. Pour la première fois, j'ai pensé « peut-être qu'il va s'en sortir ». Pas une promesse, mais un peut-être. Le lendemain matin, je me suis réveillé sur le sol, la nuque raide, la tête lourde. Mais la première chose que j'ai vue, il respirait. Encore. Quelque chose avait changé. Son œil était ouvert, et cette fois, il ne dérivait pas. Il restait fixé sur moi. Un faible mouvement de la patte, volontaire. Mon cœur s'est emballé. J'ai attrapé mes clés. « Ça va aller, mon grand », ai-je dit. « Il est temps qu'on t'aide. » Je l'ai enveloppé dans une couverture, placé dans une caisse en plastique tapissée de serviettes et mise sur le siège passager. La mère était toujours dehors. Quand je suis sorti avec la caisse, elle a levé la tête immédiatement. Elle est restée assise. Ses muscles paraissaient tendus, mais elle n'a pas bougé. « Je te le ramènerai, promis. » Elle ne bougea pas. J'ai reculé lentement dans l'allée, chaque muscle tendu. Je voulais aider et revenir en un seul morceau. Le trajet jusqu'au cabinet de Jenny a duré 40 minutes, mais m'a semblé une éternité. Je regardais sans cesse sur le côté, vérifiais l'ourson. Sa respiration était superficielle. Je lui parlais, murmurais « On y est presque, petit ». Je regardais souvent dans le rétroviseur, à moitié inquiet qu'elle nous suive, à moitié dans l'espoir. Je me suis arrêté, j'ai couru à l'intérieur. « Urgence !» ai-je crié. Jenny est arrivée au coin du couloir. Quand elle l'a vu, elle s'est figée. « Où as-tu trouvé ça ?» Sa mère me l'a apporté. Elle a pointé la salle à l'arrière. « Pose-le sur la table. » 2 assistants vétos sont arrivés. « C'est un petit sauvage », a dit l'un.
Il n'est pas agressif, ai-je répondu. Il est à bout. Jenny a immédiatement commencé l'examen. Signes vitaux, respiration, plaie. Ce n'est pas une chute, a-t-elle murmuré. Une morsure profonde. Probablement un autre mâle. Un autre ours ou un sanglier. C'est brutal, mais ça arrive. J'ai dégluti. Il avait été chassé. Et sa mère l'avait défendu, puis avait choisi de me faire confiance. Quelles sont ses chances? Jenny m'a regardé. Faible, mais il se bat. Et tu l'as amené à temps. Elle a préparé des antibiotiques et des fluides. Je me suis reculé, observant à travers la vitre. Le petit a tressailli, puis s'est calmé. Ensuite, une respiration. Encore une. Un frisson. Mais il était toujours là. Et nous aussi. Le soleil était déjà bas lorsque je suis revenu dans l'allée. La forêt autour de ma maison était silencieuse. Trop silencieuse. J'ai coupé le moteur et suis resté assis un instant, les mains crispées sur le volant. La caisse en plastique sur le siège passager, contenant le petit ourson, ne bougeait pas. Il respirait lentement, régulièrement, rempli d'antibiotiques et d'antalgiques, mais il était vivant. J'ai ouvert la portière et suis descendu, et je l'ai vue. Elle était déjà là, comme si elle n'était jamais partie. Au moment où le gravier crissa sous mes bottes, elle se redressa. Tout son corps tendu comme un arc, le museau levé, le souffle fort et sec. Elle avait entendu le camion, peut-être même suivi. D'une manière ou d'une autre, elle le savait. « Il est là », dis-je calmement, les mains ouvertes en signe d'apaisement. J'ai contourné la voiture et sorti prudemment la caisse. Sa tête était baissée, mais elle ne bougea pas. Aucun grognement, aucun pas en avant. J'ai posé la caisse au milieu de l'allée et reculé. Elle la regarda, puis me fixa, puis retourna son attention vers lui. J'attendais. Et puis, elle fit quelque chose que je n'attendais pas. Elle s'assit. À moins de 3 mètres de son petit, elle s'est laissée tomber au sol, comme si elle se préparait à passer la nuit là. Pendant 1 minute entière, elle ne sembla même pas respirer. Je chuchotais. « Pourquoi ne le prends-tu pas? Qu'attends-tu » Bien sûr, aucune réponse. Seul le vent bruissait dans les arbres. Par moments, une chouette appelait au loin. Le petit remua, poussa un faible son râpeux. Ses oreilles frémirent. Elle se pencha de quelques centimètres, puis s'arrêta. Observatrice, sur ses gardes, dans l'attente. Je me suis assis sur les marches du perron. Nous montions la garde, tous les deux. Les minutes passèrent. 1 heure. La lumière se fondit dans le crépuscule. Je pris une lampe torche et vérifiai son état. Encore chaud, encore en vie. J'ai resserré la serviette autour de lui. Elle changea de posture, mais ne s'approcha pas. « Tu ne vas pas le reprendre cette nuit, n'est-ce pas ?» murmurai-je. « Tu veux que je continue de veiller sur lui? Que je fasse ton travail ?» Cela sonnait fou à dire, mais peut-être que ce n'était pas si absurde. Elle posa la tête sur ses pattes et resta ainsi, juste hors du cône de lumière, toujours éveillée, toujours en attente. Et d'une certaine manière, je le sentis. Elle ne partirait pas. Le 3e jour, ce n'était plus juste une boule de poil. Il trottinait, de manière maladroite, comme un raton laveur ivre, mais il bougeait. Il mangeait dans un bol de bouillie, un mélange conseillé par Jenny, à base de croquettes pour chiens ramollies dans du lait de chèvre, avec des baies écrasées. C'était un vrai carnage. Mais il mangeait. Dehors, elle était toujours là. Chaque matin, quand j'ouvrais la porte, elle était couchée là, parfois roulée en boule près des marches, parfois marchant entre les arbres, mais jamais loin. Et elle me surveillait toujours. Je déposais nourriture et eau à quelques mètres. Elle n'y touchait jamais. Elle ne voulait rien de moi, sauf que je veille sur lui. Et c'est ce que je faisais. Le 5e jour, j'eus mon premier visiteur. Larry, mon voisin, arriva dans son pick-up couvert de boue. Il descendit, livide. « Tu as vu l'ours » demanda-t-il d'emblée. « Oui » répondis-je. « Elle est un peu à moi. » Il cligna des yeux. « Comment ça ?» Je lui expliquai, ou du moins j'essayais, qu'elle avait déposé un ourson blessé, que j'avais aidé. Son expression passa de la confusion à la panique, puis à la colère en moins de 10 secondes. « Ce n'est pas un foutu film Disney, dit-il. Et si elle pète les plombs? Et les enfants du quartier? » « Elle n'a blessé personne, rétorquai-je. Elle veut juste que son petit vive. » Mais je le vis dans son regard. Il allait prévenir quelqu'un. 2 heures plus tard, une voiture de patrouille se gara dans mon allée. L'adjointe Morales en sortit. Calme,
les pouces dans la ceinture. « Mike, tu héberges des animaux sauvages ?»« Pas exactement, répondis-je, et je lui racontai tout. Elle écouta, les bras croisés. Quand j'eus fini, elle dit « Tu as de la chance que personne n'ait été blessé, mais c'est un problème. » « Elle me fait confiance, dis-je. Elle est venue à moi parce qu'elle n'avait personne d'autre. »« Ça reste un animal sauvage, » répondit Morales. « Si ça tourne mal, c'est sur toi que ça retombera. » Je hochai la tête. Elle me fixa encore un instant, puis soupira. « Je ne vais rien signaler pour l'instant, mais tu dois mettre un terme à tout ça. Bientôt. » Je la remerciai. Lorsqu'elle partit, je regardai vers l'ours. Elle était là, tête posée sur les pattes, les yeux fixés sur la fenêtre. À l'intérieur, le petit faisait rouler une balle de tennis sur le sol. Maladroitement, mais avec détermination. Il ne sursautait plus quand je m'approchais. Il m'observait comme il observait la forêt, prudemment, mais sereinement. Et je compris. Il n'était plus seulement son petit. Il était désormais entre deux mondes. Les coups frappés à la porte furent trop précoces, trop brusques, trop déterminés. J'ouvris la députée Morales, les bras croisés, le regard sévère. « Demain matin, une unité de la faune de l'État viendra. Ils vont l'endormir et la relocaliser. Si tu ne fais rien, ils le feront à leur manière. » Ces mots me frappèrent comme un coup. « Ils ont dit que tu t'en chargerais, » ajouta-t-elle plus doucement. « Maintenant, le temps joue contre toi. » Je hochai lentement la tête, regardant au-delà d'elle, vers la forêt. L'ours était toujours sous les pins. Elle ne patrouillait pas, ne se déplaçait pas. Elle attendait, comme toujours. Morales s'en alla. Je m'assis à côté du petit, qui mâchouillait ma botte. Insouciant, joyeux, en sécurité. « D'accord, mon grand, » murmurai-je. « Il est temps de rentrer à la maison, que tu le veuilles ou non. » Je l'installai une dernière fois dans la caisse. Serviette, couverture, la bouteille de bouillie au bait. Il poussa un petit couinement lorsque nous partîmes. Je ne pris pas le chemin direct. Je roulai sur du gravier, dans la boue, à travers une forêt dense, jusqu'à un endroit où les arbres avalent tout. Je coupai le moteur, descendis, ouvris la caisse. Au début, il ne bougea pas. Puis il cligna des yeux, et il me regarda comme pour dire « Qu'est-ce que tu fais ?» Un craquement, des branches, du mouvement. Elle était là, pas loin, 9 mètres peut-être, dans l'ombre entre les troncs. Son souffle formait de la buée dans l'air frais. « Il est à toi, » dis-je doucement. Elle ne bougea pas. Le petit sortit avec effort de la caisse, se tint debout sur ses 4 pattes, renifla le sol. Puis il leva la tête. Leurs regards se croisèrent. Quelque chose passa entre eux, reconnaissance, soulagement, méfiance. Puis un son. Pas un rugissement, un appel râpeux, faible. Elle bougea, lentement, tête basse, corps tendu. Je retins mon souffle, prêt à courir, mais elle n'attaqua pas. Elle s'approcha de lui, toucha son pelage avec son museau, le renifla entièrement. Il se blottit contre elle. Mes yeux me piquaient, je voulais partir. Mais alors, elle me regarda, pas comme un animal, comme un parent, et puis elle le poussa légèrement. Vers moi. Il hésita. Elle le poussa encore, doucement, encourageante. Il revint vers moi. Je m'agenouillai et il colla sa tête contre ma poitrine. Je murmurai « Qu'est-ce qu'on fait ici ?» Elle ne s'approcha pas davantage, ne le poussa plus. À la place, elle se retourna, s'éloigna lentement entre les arbres, disparut, sans un bruit. Et il ne la suivit pas. J'attendis, des minutes, puis des heures, mais elle ne revint pas. Ni ce jour-là, ni le suivant. Jamais. Lui seul resta. Je lui construisis un petit enclos dehors, à moitié ouvert, avec des troncs et de quoi grimper. Il détesta ça. Il s'évada en moins d'une semaine. Alors il resta dans les parages. Il allait et venait, dormait sous la véranda, disparaissait la journée, revenait le soir au bruit de la gamelle. Ce n'était pas un animal de compagnie, pas apprivoisé, mais pas sauvage non plus. Il n'appartenait à aucun monde, et aux deux à la fois. Je le voyais souvent assis, immobile, des minutes entières dans l'herbe, regardant au loin. Parfois, il fixait un arbre pendant des heures, le museau frémissant, les oreilles adressées. Il attendait, il espérait. Elle, moi aussi.
Chaque nuit, je m'asseyais sur la véranda, avec une lampe torche et un mauvais café. J'écoutais, me posais des questions. J'espérais. Parfois, quelque chose bruissait dans l'obscurité. Des pas, une respiration. Mais personne ne venait. Je n'appelais plus ça de la paranoïa, juste une habitude. Puis, une nuit, un lapin mort à la lisière de la forêt. Frais, intact, aucune trace, aucun charognard, un cadeau. Cette même nuit, il allait et venait. Gémissait doucement. Comme durant la première semaine, je le savais, elle était là. Elle avait observé, vérifié. Elle ne l'avait pas oublié. C'était peut-être ça, le sens. Il faisait désormais partie des deux mondes. Il dormait chez moi, chassait comme un sauvage, se battait avec le chien du voisin et grimpait aux arbres comme une ombre. Il n'appartenait à nulle part, et pourtant ici, avec moi. Je laisse toujours la lumière allumée sur la véranda. Je pose des baies au bord du bois, pas parce que je crois qu'elle va revenir, mais parce que je sais qu'elle ne reviendra pas. Mais ce qui compte, ce fragment têtu, sauvage, courageux d'elle, avec ses grands yeux, ça reste. Et c'est suffisant. Mais je ne serais pas honnête si je ne disais pas ceci. Chaque fois que le vent tourne, que la nuit devient trop silencieuse, qu'il lève la tête et fixe l'obscurité comme s'il savait quelque chose que j'ignore, j'ai cette sensation au creux du ventre. Pas de la peur, pas de l'espoir, juste une seule sensation. Cette histoire n'est pas encore terminée.